Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse du 6 mai 2025, numéro 503. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, écoutez, d'abord, moi, je tiens à m'offusquer. Figurez-vous que demain, mercredi, va venir en France un membre de Daesh. Oui, de Daesh. Le président actuel syrien, qui est un ancien donc de Daesh, qui est un ancien djihadiste, qui, s'il ne l'a pas fait lui-même, a fermé les yeux devant des massacres de chrétiens et d'alaouites, il n'y a même pas un mois, eh bien cet homme est reçu à l'Élysée, figurez-vous, demain matin. C'est absolument inconcevable, inconcevable. Mon Dieu, comme ce pays fout le camp, vraiment, vraiment. C'est vraiment épouvantable. Bon, bah écoutez, voilà, c'est la revue de presse numéro 503 du 6 mai 2025. À très bientôt, mes chers abonnés. Au revoir. Alors tout d'abord, le Royaume-Uni a officiellement transféré tous ses canons automoteurs AS-90 à l'Ukraine. Les derniers ont été livrés au début de cette année, et le nombre total s'élève donc à 68 canons automoteurs. Les États-Unis ont approuvé un programme de 310 millions de dollars pour la formation et le soutien logistique des F-16 en Ukraine. Il y a eu une explosion dans un immeuble à Moscou, explosion dans laquelle 15 personnes ont été blessées, 60 pompiers et 20 véhicules ont été engagés pour stopper le sinistre. Et de nombreux drones ukrainiens ont de nouveau été lancés vers la Russie ces derniers jours, mais également ces dernières 24 heures, et certains d'entre eux avec pour objectif encore Moscou. On commence fort aujourd'hui avec un chiffre gros, 4,1%. C'est la croissance économique annoncée par Moscou pour la Russie en 2023. Ça interpelle sérieusement, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Surtout quand on se souvient du contexte. Oui. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie fait face à un barrage de sanctions économiques vraiment sans précédent. Lancé par les pays occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, leurs alliés. Exactement. Restrictions sur les exportations, gel massif d'avoirs, exclusion partielle de SWIFT, le fameux réseau bancaire. L'objectif était clair, on voulait mettre l'économie russe à genoux. C'était l'idée, oui, l'asphyxier. Et pourtant, voilà ce chiffre, 4,1% de croissance. Une performance qui défie quand même pas mal de pronostics. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment expliquer ça? C'est ce qu'on va essayer d'explorer un peu plus en profondeur aujourd'hui. Le point central, pour moi, c'est vraiment la capacité d'adaptation et de contournement de la Russie. D'accord, ils n'ont pas subi passivement, ils ont agi. C'est ça. Ils ont activement réorienté leur flux économique, c'est assez impressionnant en fait. Concrètement, cette réorientation, ça s'est passé comment? J'imagine que c'est pas simple de rediriger des échanges pareils. Non, bien sûr, et c'est là que l'axe des BRICS est devenu absolument crucial. Ouais. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Oui, et puis les nouveaux membres aussi, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Moscou a trouvé là des débouchés alternatifs majeurs. Ah oui? Pourquoi? Principalement l'énergie, j'imagine. Surtout, oui. Phare de la démocratie européenne, Zelensky, le génie du judaïsme, selon BHL, vient de me menacer directement. Xi Jinping, Lula, Maduro, Traoré du Burkina Faso, Vučić de Serbie, Loukachenko pardon, Fico le Slovaque, Orban le Hongrois, Kim Jong-un la Corée du Nord, le Vietnam, je vous le fais rapide, Cuba, Pachinian l'Arménien, l'Azerbaïdjan, Palestine avec Abbas, Tadjikistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan, Poutine, la Russie. Voilà à peu près ceux qui sont menacés le 9 mai. Je comprends que des gens se disent la phrase d'Audiard, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, oui. Et qu'on se dise ils en sont capables, puisqu'ils ont assassiné Daria Dugina, puisqu'ils ont assassiné 2 généraux en fonction, on se souvient des 2 attentats, là il y en a eu un, donc le dernier c'était il y a 10 jours, contre des officiers généraux dans Moscou,
Donc ça veut dire que s'ils veulent infiltrer des gens, mener des opérations de cette nature, ils en sont capables. Voilà. Moi maintenant, c'est pas la problématique pour moi, c'est pas une problématique opérationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables techniquement de monter un truc pour qu'il y ait un attentat ou ce genre de choses. La question c'est au-dessus, c'est politiquement. Si vous faites quelque chose le 9 mai, je précise bien, à Moscou, pendant les commémorations du 9 mai, parce que des gens me disent « Ah bah oui, mais ils vont peut-être attaquer le pont de Kerch ». Alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que s'ils relancent une attaque sur le pont de Kerch ou sur des objectifs de nature d'infrastructure ou ce genre de choses, c'est pas attaquer la place rouge et les commémorations. Parce que la protection indirecte de la place rouge, c'est la présence, non pas simplement de Vladimir Poutine ou de Loukachenko, le Biélorusse, c'est la présence de tous les représentants des peuples dont on vient de parler tout à l'heure avec le clip de la chanson de la guerre sacrée. C'est-à-dire que là, vous allez faire quelque chose alors qu'il y a Xi Jinping qui est là, par exemple, avec des soldats chinois qui vont défiler à côté des soldats russes. Enfin, là, politiquement, bon l'autre, c'est comme s'il était dans son bunker et qu'ils disent Eva, c'est fini. Voilà, c'est le même niveau, quoi. C'est le même niveau. C'est-à-dire, c'est un suicide politique absolu. C'est-à-dire que, comme l'a dit Medvedev, le lendemain matin, 10 mai, Kiev, allô, Kiev. Ah, maintenant, plus Kiev. Voilà, s'ils font ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Ukrainiens ont lancé une nouvelle offensive en direction du secteur de Glushkovo, dont je vous parlais d'ailleurs dans la dernière vidéo, donc de dimanche, avec les pertes totales des blindés des deux armées. Alors, vous vous doutez que ça va prendre énormément de temps de faire la comptabilité de tous les blindés détruits sur la bataille de Koursk. Mais je vais commencer ce travail, mais ça me prendra plusieurs semaines. Donc retour ici, donc au 6 mai 2025, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle attaque en direction de Glushkovo dans l'oblast de Koursk. Donc pour rappel, l'offensive de Koursk avait eu lieu donc sur Soudja, qui est ici. Cette fois-ci, donc une nouvelle attaque a eu lieu, mais sur Glushkovo, à l'ouest. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc 6 mai, suivant les dernières vidéos et géolocalisation. Alors tout d'abord, dans le secteur de Tetkino, ici, les Ukrainiens ont envoyé des groupes de reconnaissance depuis le village de Rizivka, ici, en direction de la gare de Tetkino, qui se trouve ici. L'attaque a été pour l'instant repoussée. Il y a également eu une attaque à l'est de Tetkino, ici, sur la frontière même. Là également, l'attaque a été repoussée. Dans cette attaque, justement, un UR-77 ukrainien a été perdu, ici, lors de l'attaque. Et l'infanterie ukrainienne ici a été évacuée sur un quad. Les Russes ont également signalé une concentration de forces ukrainiennes à l'ouest du village de Otrouba, qui se trouve ici. Donc c'est un village qui se trouve en Russie. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a la rivière Seym, qui est ici et qui passe le long de ce secteur, au nord de Tetkino, où, d'après les Russes, se trouve une concentration de forces ukrainiennes. C'est la deuxième nuit consécutive. Moscou visé par des attaques de drones ukrainiens. Au moins 19 auraient visé donc la capitale. Pour commencer, on vous retrouve, Jérôme, avant de prendre la direction de Kiev avec vous, Gwendoline de Bono. Jérôme Garraud, les infos et la perception depuis Moscou, ça donne quoi ce matin ? Bonjour Amélie, bonjour à tous. Alors le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, annonçait 16 drones abattus dans la nuit et puis finalement 19 ce matin. Au total, le ministère de la Défense déclare qu'une centaine de drones a été interceptés sur tout le territoire russe. 13 aéroports ont été également brièvement fermés. Alors, vous me parlez des réactions, ça n'émeut pas beaucoup les moscovites, surtout dans le centre de la capitale qui est protégé par un épais brouillage. Depuis 2 ans, vous n'avez plus de GPS qui fonctionne à l'intérieur. On voit d'ailleurs assez souvent des taxis qui sont un petit peu perdus. C'est très difficile de s'orienter dans la ville. Mais vous n'avez plus de drones qui tombent dans Moscou, dans Moscou proprement dit. À chaque fois qu'on annonce qu'un appareil s'écrase dans la capitale, en réalité, on parle de la région de Moscou. Donc ça peut être à 10, 20, voire à 60 km du centre. Donc on ne sent pas de panique parmi les moscovites ce matin. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Vincent Pierron depuis Moscou. Et donc je le disais, nous retrouvons Gwendoline de Bono. Bonjour à vous Gwendoline, depuis Kiev. Quelle est selon vous la stratégie derrière ces frappes, ces envois de drones en tout cas, et quel est le message que veut envoyer Kiev ?
Alors le message côté ukrainien, il est assez clair, hein, c'est de dire nos capacités d'attaque sur votre territoire augmentent, il y en aura de plus en plus et vous ne serez pas tranquille ni pour vos commémorations du 9 mai ni après, donc acceptez un cessez-le-feu de 30 jours. C'est ça que le président Volodymyr Zelensky veut obtenir, c'est pour ça qu'il met la pression, il veut obtenir ce cessez-le-feu de 30 jours pour que les deux parties puissent commencer à négocier. Par ailleurs, en Ukraine aussi, la nuit a été difficile avec beaucoup de frappes, notamment sur la ville de Kharkiv et la ville d'Odessa. Et depuis notre arrivée en Ukraine, on le sent, il y a de plus en plus de frappes russes qui parviennent à atteindre les villes avec des missiles balistiques ou des drones. C'est particulièrement frappant dans la ville de Kharkiv. C'est aussi pour ça que Volodymyr Zelensky veut obtenir ce cessez-le-feu complet. Il veut aussi pousser l'administration américaine à forcer le Kremlin à accepter sa proposition. Mais ce que l'on voit aussi sur le terrain, sur la ligne de front où nous étions, eh bien, ce sont des forces russes qui sont à l'assaut partout, qui ont l'initiative. Et il est peu probable, eh bien, que Vladimir Poutine soit prêt à stopper cette dynamique. Et à noter que des frappes massives de drones, de missiles et de FAB frappent les zones arrières ukrainiennes le long de la ligne de front. Mais c'est vrai que moi ça m'inquiète, hein, ce que tu as dit, Sylvain, concernant le risque d'une attaque sur Kerch avec des missiles français, parce que j'ai l'impression que on rappelle quand même que ce fou furieux, hein, là, vous écrivez les uns les autres dans la revue, a quand même dit qu'il allait accroître la pression. Et là, être capable d'attaquer Moscou, sûrement pas, mais par contre d'attaquer par exemple en effet le pont de Kerch, alors quel signal on donnerait? Mais bon, je ne sais pas. Mon général, qu'est-ce que vous pensez de ces rodomontades de Zelensky et de son mentor Emmanuel Macron? Oui, comme vous le dites, hein, je pense que le mot est bien choisi. Hein, ce sont des rodomontades, hein, comme on sait bien faire en France. Mais on en a déjà depuis 2 ans, hein, des rodomontades. Les troupes au sol, je vais faire un retiens-moi ou je fais un malheur. On est là dans une cour de récréation avec des gamins où le plus petit des gamins essaye de s'attaquer au plus grand en disant mais prudent, dit à ses copains retiens-moi ou je fais un malheur. Hein, on en est là, quoi. Bon. En résumé, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle offensive dans le secteur de Glushkovo, donc sur le front de Koursk. À l'heure actuelle, aucun gain de terrain n'a été observé. Les Russes continuent leur gain de terrain, notamment sur Koursk, où ils ont atteint la frontière à l'ouest de Goevo. On note également d'autres gains de terrain au profit des Russes sur le front de Luhansk, Siversk également, au nord-ouest du village de Bilohorivka, ainsi que sur plusieurs secteurs du front de Donetsk, où une intensification des attaques russes est notée entre Pokrovsk et Konstantinivka. Augmentation de la pression également des Russes à l'ouest de Velika Novosilka. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour le conflit en Ukraine, c'est que l'administration Trump, c'est quelqu'un qui a sans doute des bonnes idées à la base. C'est pas impossible qu'il ait des visions comme ça, qu'on peut trouver bonnes. Le problème, c'est qu'il n'a pas de stratégie pour y arriver. Il a des objectifs, mais pas de stratégie. Et il est encore plus mauvais tacticien parce que quand on n'a pas de la bonne stratégie, on n'a pas de bonne tactique du coup. Donc, mais il n'y a pas de stratégie. Et ça, c'est valable. Si on regarde maintenant, si on compare, on regarde le conflit ukrainien, on voit que Trump, il a un objectif, c'est de sortir du conflit d'Ukraine. Voilà, ça c'est son objectif. Je pense même pas qu'il a en tête de le résoudre à proprement parler. Parce que lui, c'est pas un pacifiste, on l'a déjà dit, et il veut s'en sortir. Il veut plus que ce conflit soit une charge pour les États-Unis. Voilà, ça c'est l'élément central. Et ça c'est son objectif. Mais la question c'est comment y parvenir. Et là, il est venu avec un certain nombre d'idées préconçues. Il a pensé qu'on pourrait résoudre le problème en 2 coups de cuillère à peau. Et puis, on parlait, alors bon, 24 heures de nouveau, c'est de la rhétorique, mais de 100 ou 200 ou 120 jours, enfin, il y a eu différentes variantes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas le cas. D'ailleurs, même Ukrainska Pravda le dit. Trump admet que un deal est probablement impossible parce que tout simplement, il est parti sur des mauvaises bases. On a hier des collègues historiens renommés, anglo-saxons pour beaucoup d'entre eux,
Olivier Vievorka, si j'ai bien compris, parmi les historiens français qui ont signé une tribune dans le Monde ou le Figaro pour nous dire tout le mal qu'ils pensaient de la réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par Vladimir Poutine. Alors ces gens-là, j'ajoute d'ailleurs que j'ai remarqué aussi sur X que le camarade Michel Goya, docteur en histoire de son État, bien qu'ayant écrit des livres avec Jean Lopez, donne lui aussi dans cette réécriture. Et donc, il me semble essentiel de faire un rappel de ce qu'a été dès le départ le problème du début de la Seconde Guerre mondiale pour l'Union soviétique, parce que ça commence à bien faire. Moi, en tant qu'historien, sur ma chaîne, il y a quelques années, j'ai consacré une vidéo spéciale au pacte germano-soviétique, parce que je commence à en avoir assez qu'on nous casse les oreilles avec l'alliance du méchant Staline avec le méchant Hitler contre les intérêts européens, et puis qu'aujourd'hui, ces gens-là, ça leur permet de signer une tribune pour nous dire « Mais non, 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 mon beau monsieur, l'Union soviétique était dans le camp de l'Allemagne nazie en 1939, et donc Vladimir Poutine n'a rien à dire. » Alors, il faut reprendre les choses au début. À partir de 1936 jusqu'à 1939, la Pologne et son gouvernement, et pas n'importe quel membre de son gouvernement, son ministre des Affaires étrangères, colonel de son État, répondant au nom de Beck, a entretenu des relations très fortes avec un certain Hermann Göring, je pense que tout le monde voit de qui nous parlons, qui était le patron de la Luftwaffe, des relations tellement proches que ces messieurs se rencontraient non pas simplement dans des réunions diplomatiques ouvertes et connues de tous, mais aussi qu'ils avaient cette bonne pratique de chasser ensemble sur les terres de Göring, qui était un adepte de la chasse, pour discuter de quoi pendant 3 ans, de 1936 à 1939, d'une alliance militaire germano-polonaise pour une seule et unique raison, l'agression de l'Union soviétique. Un conflit, quel qu'il soit privé, qu'il soit international, vous ne pouvez le résoudre que si vous le comprenez vraiment. Et le comprendre vraiment, ça ne veut pas dire faire des déclarations du genre Trump veut la paix, ou bien il faut la paix, ou bien il faut s'arrêter. Tout ça, c'est très bien. Les gens qui vous disent ah j'ai dit il y a déjà une année que ceci se passe, mais ils ont dit ça sans savoir comment ça allait se passer. Et puis ils ont d'ailleurs dit des choses très différentes entre deux. Donc la question est, il ne s'agit pas simplement de dire ce qui se passera dans 3 ans, etc. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas le dire. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique. Et la mécanique, c'est pas la mécanique que nous avons, nous, la mécanique que nous comprenons. C'est la mécanique qui est dans la tête des gens. C'est la manière dont Trump comprend le conflit. C'est la manière dont Zelensky comprend le conflit. C'est la manière dont Poutine comprend le conflit. Comprenez, si vous dites, par exemple, comme je l'ai expliqué dans tous mes livres, la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine, c'est pour protéger les populations du Donbass. Alors, si vous dites c'est de la propagande de Poutine, Beau dit la même chose que Poutine, etc., etc., vous pouvez dire ça. Le problème est que si vous voulez sortir du conflit, vous êtes obligé de tenir compte de la manière dont les Russes perçoivent ce conflit. Or, eux le perçoivent comme ça. Et c'est incontournable. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de réconcilier une position de Zelensky d'un côté, et Zelensky, pourquoi il a provoqué l'intervention russe. Et je dis bien provoquée, même, pourquoi est-ce qu'on répète, on dit toujours que l'agression russe a été non provoquée? C'est précisément parce qu'elle a été provoquée, sinon on n'aurait pas besoin de le dire. Et on ne parle pas de non provoquée quand on parle d'invasion américaine en Irak, par exemple, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on doit le dire pour l'Ukraine? C'est que précisément, elle a été provoquée. Et pourquoi elle a été provoquée? Elle a été provoquée par exactement ce que Oleksiy Arestovitch avait dit en mars 2019,
c'est que les Ukrainiens, dans leur perception, il fallait pouvoir avoir une défaite de la Russie, un effondrement de la Russie, pour leur permettre d'entrer dans l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait ces provocations. Et les documents qu'on avait, j'ai cité le document de la Rand Corporation de 2019, il met en garde les décideurs politiques, ce document. Il explique la stratégie pour affaiblir la Russie, et qui passe d'ailleurs par l'Ukraine. Et le document dit, si vous appliquez cette stratégie, l'Ukraine risque de perdre des territoires, de perdre un grand nombre de vies humaines et risque d'être conduite à une paix défavorable. C'est dit dans le document, et c'est en 2019 que ça a été écrit. Et dans le même document, ils ont dit faites attention, parce qu'il y a un certain nombre de mesures, il y a 6 mesures qui sont prévues pour affaiblir la Russie. Et à 8 reprises dans le document, les analystes de la Rand Corporation disent ça pourrait provoquer une intervention russe. Donc, on savait très bien que la politique qu'on a appliquée, et d'ailleurs depuis 2019, on s'aperçoit que les Américains ont appliqué strictement cette politique qui avait été proposée, eh bien, ils savaient qu'elle allait être provoquée. Donc, on savait que c'était une provocation. Et pourquoi Zelensky l'a fait? Eh bien, parce que pour lui, c'est la clé pour entrer dans l'OTAN. Et si aujourd'hui, Zelensky parle tellement des garanties de sécurité, c'est parce que c'est l'entrée dans l'OTAN dont il parle. Les 4 principaux aéroports de Moscou ont été fermés pendant plusieurs heures, après une deuxième nuit consécutive d'attaques de drones ukrainiens sur la capitale russe. Kiev n'a pas commenté ces frappes, qui surviennent à quelques jours des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Plusieurs alliés de la Russie, dont le président chinois Xi Jinping, devraient assister à cet événement dit du jour de la victoire vendredi. Côté ukrainien, les autorités rapportent que la Russie a effectué de nouvelles frappes de drones sur des cibles civiles pendant la nuit de lundi à mardi. Au moins une personne a été tuée et plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés dans une attaque russe sur Odessa, dans le sud du pays. Le maire de Kharkiv rapporte également une vingtaine de frappes sur plusieurs quartiers de la ville, qui ont blessé au moins 4 personnes et endommagé des immeubles de bureaux, un centre commercial et des habitations civiles. Alors que les frappes se poursuivent sans interruption, Vladimir Poutine a proposé une trêve de mercredi à samedi, une initiative que Kiev considère comme une opération de mise en scène de la part du Kremlin, qui vise à réduire son isolement sur la scène internationale. Et il faudra résoudre le problème des populations des populations russes d'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle la Russie ne rendra pas les terrains qu'ils ont pris dans le sud de l'Ukraine, les 4 oblasts et peut-être d'autres s'ils en prennent d'autres. Parce que tout simplement, pour eux, c'est la raison pour laquelle ils sont entrés, c'est pas de prendre du territoire, c'est de garantir que les populations russes soient respectées. Or, on savait qu'elles n'étaient pas respectées puisqu'il y a une loi qui a été prise en juillet 2021 que tout le monde connaît mais que tout le monde a caché parce qu'on sait que c'est une loi qui crée des droits différents pour les citoyens russes d'Ukraine que les Ukrainiens d'Ukraine. Dans la situation internationale globale, quel est l'élément dont personne ne nous parle au niveau de la sécurité de l'Union soviétique en août 1939? Parce que je rappelle que pour les idiots, l'Union soviétique, c'est pas la frontière entre l'Union soviétique et la Pologne. C'est pas la frontière entre l'Union soviétique et la Roumanie. La sécurité de l'Union soviétique, c'est aussi sa frontière de l'autre côté du monde avec l'empire du Japon, avec lequel il y a des tensions diplomatiques extrêmement importantes à l'été 1939, et que ces tensions diplomatiques à l'été 1939 vont déboucher concomitamment, quasiment à la date de la signature du fameux pacte entre Molotov et Ribbentrop, à l'agression japonaise contre les intérêts soviétiques en Extrême-Orient. Que fait le Japon diplomatiquement en 1939? Ce ne serait pas un membre de l'Axe Berlin, Rome, Tokyo? Ce ne serait pas un allié de l'Allemagne? Alors, Staline, avec bien évidemment sa personnalité sur laquelle il n'y a rien à redire, du fait que c'était un dictateur complètement paranoïaque, que ça a coûté très cher cette paranoïa à l'Union soviétique, à l'armée rouge, au peuple soviétique, etc. Staline, il s'est vu dans une situation le 15 août 1939 où il risquait d'être attaqué d'un côté par les Allemands à travers la Pologne et de l'autre côté par les Japonais. Qu'est-ce qu'il a fait avec les moyens dont il disposait?
il a priorisé ce qu'il était en capacité de faire à l'Est contre l'Empire japonais. Et d'ailleurs, Zhukov, qui commandait les troupes en Extrême-Orient, en Mongolie, a mis une dérouillée aux Japonais. C'est la bataille de Nomohan ou de Khalkhin-Gol, on l'appelle comme on veut, qui va d'ailleurs permettre à Zhukov de remonter dans les petits papiers de Staline, et ça lui permettra de revenir au sommet en 1941. Et donc, il va décider, concomitamment à ça, de sécuriser sa frontière occidentale en disant, OK, moi, je passe un accord de non-agression qui va devenir plus large, puisqu'au départ, on pense qu'il n'y aura pas de combat, mais on voit qu'après, il y a des clauses spécifiques qui permettent à Staline d'entrer aux pays baltes, etc. Bref, chacun se repartage son petit morceau. Rien de neuf par rapport à ce qu'ont fait les Franco-Britanniques avec les Allemands et les Italiens au sujet de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, et pas seulement à leur profit, mais aussi au profit des Polonais. Voilà. Et je rappelle, le 1er septembre 1939, quand l'Allemagne attaque la Pologne, est-ce que l'Allemagne attaque tout seul la Pologne? Ben non. Il y a une autre armée qui attaque la Pologne. C'est l'armée slovaque qui vient récupérer ce que la Pologne lui a pris l'année précédente. Est-ce qu'on enseigne ça dans les livres d'histoire? Est-ce qu'on vient nous dire aujourd'hui que les Slovaques, c'est des méchants agresseurs de la pauvre petite Pologne? Non. Et alors, pour ensuite aller jusqu'au bout, puisqu'on nous dit les États-Unis, ils ont été eux toujours du bon côté. Ben alors là, c'est encore autre chose. Les camions de la Wehrmacht qui ont permis à la Wehrmacht d'abord de mener l'invasion de la Pologne, puis ensuite de faire l'invasion des pays scandinaves, puis donc Danemark, Norvège, puis ensuite de faire l'invasion le 10 mai 1940, il y a bientôt 85 ans, de la France, du Benelux. Les camions allemands de la Wehrmacht, c'était pas des camions qui étaient fabriqués au départ par monsieur Ford, par monsieur Henry Ford, qui envoyait un chèque en dollars à monsieur Adolf Hitler, son meilleur ami, chaque année. Monsieur Henry Ford qui a été décoré de la médaille d'or du travail allemand par Adolf Hitler. Alors, la particularité de la campagne de France de 1940, c'est, comme je l'ai toujours dit, pour que tout le monde arrête de nous gonfler avec un côté. Si vous voulez dénoncer le fait qu'il y avait du pétrole soviétique qui était acheminé à l'ancienne frontière entre l'Empire russe et l'Empire allemand, puisque les soviétiques ont fini par pénétrer, bien sûr, en Pologne le 17 septembre 1939, eh bien, il y avait du pétrole soviétique qui arrivait là. Les Allemands le transbordaient parce qu'avec l'écartement des rails, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ça allait dans les panzers de la campagne de France de 40. Mais en même temps, les camions qui transportaient les panzergrenadiers des divisions de Rommel et de Guderian, eux, c'était des camions américains. Alors, les copains, ah oui, les gentils alliés d'un côté, les méchants de l'autre, non. C'est de la géopolitique, c'était beaucoup plus compliqué. Chacun faisait ce qu'il avait à faire pour les intérêts de son pays, ce que nous n'avons pas été capables de faire, soit dit en passant, et puis c'est tout. Alors oui, on est dans une situation complexe. D'abord, on est dans des conflits, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, où on a fait passer l'émotion avant les faits, avant la réalité des choses, pour les deux conflits. Et ça a été entretenu d'ailleurs principalement par l'Ouest dans les deux conflits. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour les deux conflits, que ce soit le conflit en Palestine ou le conflit en Ukraine, que tout ce que les Occidentaux ont raconté, eh bien, s'avère faux et démenti par la réalité des choses. Rappelez-vous, on a parlé de la Russie qui devait récolter des semi-conducteurs dans les machines à laver pour faire fonctionner ses missiles, qui avait plus de troupes, qui avait plus de chars, qui avait plus de soldats, qui avait plus rien. Et puis aujourd'hui, on nous dit que c'est une armée qui menace l'Europe et qu'il faut réarmer l'Europe à grande vitesse et qu'il faut consacrer l'essentiel de nos budgets à quitte à supprimer d'ailleurs à supprimer des budgets dans les affaires sociales pour pouvoir financer un effort de guerre. Donc on s'aperçoit que on a joué sur l'émotion des gens, on continue à le faire d'ailleurs, plutôt que de venir sur les faits dans les deux cas. Ça, c'est la première observation qu'il faut faire.
La deuxième observation, c'est que dans le narratif qu'on a créé, soit pour la Palestine, soit pour l'Ukraine d'ailleurs, et on pourrait ajouter ça pour l'Iran d'ailleurs aussi, puisqu'on risque d'en parler, c'est un narratif qui est basé sur une perception occidentale des problèmes, et qui est destiné en réalité à soutenir des politiques occidentales. C'est pas un narratif, on n'a pas essayé d'expliquer ces conflits simplement comme le ferait un géopoliticien ou géopolitologue, je sais pas comment on appelle ça, qui ferait une analyse clinique des conflits. Non, on a fait des narratifs qui soutiennent des politiques parce que nos pays se sentent trop fragiles pour avoir des politiques claires concernant ces pays. Donc, il a fallu créer un narratif pour favoriser la clarté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a tellement de censure, c'est qu'il faut protéger ce narratif et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui une censure qu'on n'a jamais connue avant dans l'histoire, pas même durant la guerre froide où on était dans une, précisément, guerre froide. Son grand-père était dans l'armée rouge, servait dans l'armée rouge. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le grand-père de Zelensky était un officier décoré de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est terrible de voir que son petit-fils aujourd'hui serve des intérêts complètement antagonistes. Je rappelle, là, c'est la seule chose qu'on peut dénoncer dans le discours général qu'a fait Poutine sur cette histoire-là, en disant l'Ukraine vénérait déjà les bandéristes et compagnie. Bon, c'est là qu'il y a la seule manipulation. Alors oui, les Ukrainiens vénéraient déjà les bandéristes, on le sait bien, en 1941. Simplement, en termes de rapport de force, il y avait environ 280, 300 000 bandéristes en Ukraine ou nationalistes pro-allemands. Et puis de l'autre côté, il y avait plus de 5,8 millions, je crois, d'Ukrainiens sous les drapeaux de l'armée rouge qui défendaient l'Union soviétique, dont le grand-père de Zelensky. Donc, même si les uns ont marqué l'histoire même s'ils n'étaient pas nombreux, par l'ampleur des massacres qu'ils ont pu commettre, il faut pas oublier, et sur ces 5,8 millions de soldats ukrainiens dans l'armée soviétique, dans l'armée rouge, il y en a plus d'1 million et quelques qui sont morts au combat pour libérer l'Union soviétique du joug nazi. Donc là, Poutine, il a fait, alors je ne sais pas si on peut dire manipulation, je pense que c'est surtout un raccourci historique qu'on doit souligner et dénoncer, pour insister bien sûr sur ceux qui tiennent aujourd'hui l'Ukraine. C'est d'ailleurs ça, entre guillemets, qui est paradoxal. C'est-à-dire que c'est plutôt un héritage pro-soviétique ou pro-soviétique qu'on devrait trouver à Kiev plutôt qu'un héritage pro-bandériste comme c'est le cas depuis l'après-Maïdan. Que le narratif a pas seulement faussé notre perception du problème, mais il a également faussé notre manière de résoudre, parce qu'on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui dans une phase où, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Ukraine, on a des conflits dont on voit qu'ils seront sans fin si on continue comme ça, et que s'ils sont sans fin, ils vont conduire exactement là où on veut pas qu'ils aillent, c'est-à-dire vers la destruction de ceux qui sont, j'allais dire, de notre côté, si vous voulez. Le conflit israélien, il se dirige vers une destruction d'Israël. Le conflit ukrainien va vers une destruction d'Ukraine. Et l'Iran, ce sera un peu la continuation du conflit de la Palestine, parce que c'est Israël qui est au centre de toute cette de la crise en quelque sorte. Donc aujourd'hui, il faut trouver des manières de sortir de ces crises, et on est bloqué par notre propre narratif là-dedans. Et c'est particulièrement vrai concernant l'Ukraine. Donc on est obligé un petit peu de revenir en arrière et ramener de la rationalité. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis le début de ce conflit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a jamais eu de contestation. Alors, il y a peut-être des contestations sur quand j'ai parlé des Nord-Coréens, et puis on vous dira que oui, il y avait quand même des Nord-Coréens. Oui, il y en a eu quelques centaines au lieu d'avoir des 10 000 ou 12 000 ou 100 000 que certains ont dit. Alors, il y en a eu, mais j'entends sur le fond, la rationalité que j'essaye d'apporter n'est pas contestée. Et la rationalité, c'est les faits.
C'est pas autre chose. Ça ne peut être que les faits. Je rappelle, les camps de concentration étaient libérés par les armées alliées, les camps d'extermination étaient libérés par l'armée rouge, ou découverts par l'armée rouge. Et dans ces camps, je rappelle que les premières expérimentations de gazage à Auschwitz, c'est contre des prisonniers de guerre soviétiques qu'elles ont été faites. Donc quand vous retrouvez tout ça sur votre parcours, quand vous tombez sur des Allemands, faut inspirer bien fort, expirer bien fort pour être sûr de pas se mettre à tarter tout le monde. Je rappelle que les gentils GI américains, quand ils sont entrés à Dachau, ils n'ont pas su se retenir. Les gardes SS, ils leur ont ils leur ont défait la figure, ils leur ont tiré dessus parce que les mecs voulaient résister en plus. On était en fin avril 45. Les mecs voulaient résister. Les soldats américains, ils ont pété un plomb. Ils ont pété un plomb. Alors, c'est quoi le problème? C'est les gentils Yankees, les méchants soviétiques, c'est quoi le truc? C'est quand vous découvrez ce genre de choses, moi j'en ai porté témoignage. Mon contact Vince Speranza, que j'ai rencontré 2 fois dans les Ardennes, qui était para de la 101e Airborne, qui a fait Bastogne et ensuite qui a libéré notamment une des annexes du camp de Dachau. Il le disait visage comme ça en conférence devant des centaines de personnes. Il disait à partir du moment où nous avons libéré ce camp, où nous avons vu ces fantômes s'accrocher à nos chaussures en rampant par terre sur leurs coudes, dans ma compagnie, nous avons décidé que nous ne ferions plus de prisonniers allemands. C'est bien beau d'avoir des bombes atomiques et d'avoir des missiles pour transporter ces bombes ou des avions, mais encore faut-il que tout ça arrive à bon port. Si l'adversaire a eu des défenses antimissiles ou des défenses antiaériennes telles que son espace aérien devient difficile à pénétrer, bon, ça marche pas, quoi. On sera perdant, y compris dans le cas d'une guerre nucléaire. Hein. C'est pas avec quelques dizaines de têtes ou quelques même 200 et quelques têtes nucléaires qu'on va gagner une guerre nucléaire. Далеко не первый визит Си Цзиньпина в Россию. Le président Xi s'est rendu plusieurs fois en Russie et a rencontré le président Poutine à de nombreuses reprises. Cette prochaine rencontre promet toutefois d'être à la fois décisive et historique car les 2 nations prévoient d'élargir leur coopération dans tous les secteurs. Le président Xi a placé l'approfondissement des liens entre la Chine et la Russie au premier rang des priorités diplomatiques de la Chine. Leur amitié de longue date s'est avérée à maintes reprises être le fondement de progrès communs. Le commerce bilatéral a connu une forte croissance ces dernières années et peut encore se développer. Je m'attends à ce que le doublement du volume commercial actuel de 240 milliards de dollars américains soit un sujet clé. La coopération en matière d'investissement occupera également une place importante. Avec de nombreux projets communs en cours, les 2 parties se sont engagées à ouvrir davantage le marché alors que la Chine continue d'attirer les capitaux étrangers et que la Russie accueille quelques 9000 entreprises chinoises. En Chine, le nombre d'entreprises à investissement étranger dépasse désormais 1,2 million. Le potentiel est énorme. Les entreprises chinoises peuvent s'implanter en Russie, ce qui nécessite des technologies chinoises, tandis que les entreprises russes réputées dans de nombreux domaines peuvent offrir une expertise dont la Chine bénéficiera. Et le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé aux États-Unis pour une rencontre à fort enjeu avec Donald Trump, alors que le président américain poursuit sa guerre commerciale et ses menaces d'annexion contre le Canada. Trump a déclaré qu'il ne savait pas trop pourquoi Carney venait le voir et qu'il supposait que le Canada voulait conclure un accord. Monsieur Carney a qualifié les actions de Washington de trahison et a déclaré que le Canada devait réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis, qui absorbent 75% de toutes les exportations canadiennes. La visite à la Maison-Blanche intervient une semaine seulement après que M. Carney a conduit le Parti libéral à sa 4e victoire électorale consécutive. Oui, parce que des 2 conflits, c'est celui qui présente aujourd'hui le plus de risques, le plus de risques d'exploser. Il faut rappeler que les tensions sont croissantes depuis le 22 avril dernier, où il y a eu 26 morts au Cachemire, œuvre d'un groupe terroriste pakistanais. New Delhi, bien sûr, a imputé immédiatement la responsabilité de ces actes à Islamabad. Accusation que, bien sûr, le Pakistan a jugée infondée. Il faut rappeler aujourd'hui que l'Inde, qui est sous la direction d'un gouvernement très nationaliste, celui de Modi, s'est
un pays qui est devenu très anti-musulman et pourtant il compte 200 millions de musulmans parmi sa population qui fait 1,4 milliard. Mais il est aussi assez anti-chrétien, il faut le dire. Donc c'est très très nationaliste. Et l'Inde aujourd'hui est excédée et semble prête à réagir. Et les deux pays sont vraiment deux puissances nucléaires et le monde retient son souffle parce qu'on est au bord du conflit. Ah oui, là ça pourrait être très grave. Et alors côté Pakistan? Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que si l'Inde est nationaliste, on a affaire avec le Pakistan à un régime qui est très, très islamiste, et on l'oublie parfois. Depuis le début des années 80, au moment de l'invasion soviétique, le Pakistan a développé son soutien d'abord aux Afghans, puis aux talibans, puis à des tas de groupes terroristes très islamistes dans la région. Et l'ensemble de ces groupes s'en prennent régulièrement sur le territoire national aux chiites, énormément d'ailleurs, ainsi qu'aux chrétiens. Et il faut rappeler que les services secrets pakistanais sont devenus des spécialistes de cette guerre par procuration et qu'ils soutiennent notamment le LET, qui est le Lashkar-e-Taiba, qui est responsable des attentats du Cachemire. Et surtout à Bombay, il faut rappeler qu'il y a eu des attentats terribles à Bombay en 2006, en 2008, 175 morts, en 2011, et puis les événements récents au Cachemire qui sont très, très préoccupants. Alors, on observe que les échanges de tirs se poursuivent maintenant depuis une semaine entre militaires indiens et pakistanais. Ça reste relativement limité, ce sont des échanges de tirs d'armes légères, mais Modi, le Premier ministre indien, aurait donné son accord à une opération militaire, selon les Pakistanais, mais c'est assez plausible, une opération de représailles. Et Islamabad avait répondu il y a quelques jours que toute frappe sur son territoire entraînerait une riposte absolument immédiate. Oui. Alors comment on comprend ça, en tout cas côté occidental? D'abord, quels sont peut-être les tenants, enfin les dessous de cette crise? Parce qu'on imagine bien que c'est suite à l'attaque au Cachemire, comme vous l'avez rappelé, mais il y a forcément d'autres raisons plus profondes. Oui, alors il y en a trois. On a vu la première, c'est le côté indien qui est totalement excédé, qui a envie de mettre un terme à ces provocations régulières des Pakistanais. Mais côté pakistanais, il n'est pas du tout impossible, certains éléments permettent de le penser, que le gouvernement qui est dirigé par les militaires directement ou indirectement est dans une situation extrêmement difficile. Le pays est de plus en plus divisé et donc une crise comme celle-ci lui permet de faire passer au second plan les problèmes internes. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et puis, d'autre part, même s'il n'y a pas de provocation au sens propre, un certain nombre d'analystes pensent que cette crise sert aussi les Occidentaux, parce que c'est la première fois depuis que les BRICS existent et sont montés en puissance de manière majeure, qu'une division profonde existe entre eux. Il faut rappeler que l'Inde et le Pakistan sont à la fois deux pays importants des BRICS, qui sont membres de l'organisation de Shanghai également. Et donc, ce risque de conflit, pour l'instant, n'est pas nécessairement vu d'un mauvais œil par les Occidentaux, parce que ça ralentit le développement des BRICS et ça fait le jeu d'Occident d'une certaine manière. Donc il faut être prudent sur cette seconde option, mais en tout cas, il faut aussi la prendre en compte. Rami Abou-Djamous, bonjour. Nos yeux et nos oreilles dans les territoires palestiniens, je le rappelle, toujours inaccessibles à la presse internationale. Beaucoup de choses ont été dites jusque-là. Déjà, j'aimerais avoir une réaction de votre part à ce plan de conquête de Gaza annoncé, assumé aux yeux et au monde hier par Benyamin Netanyahou. Et on peut dire que c'est le résultat de l'abandon et le silence de la communauté internationale. Depuis 1 an et demi, on est en train de subir un génocide et des massacres et des boucheries 24/7 devant les yeux de tout le monde. Et la communauté internationale n'a rien fait, ce qui fait que Netanyahou il veut aller jusqu'au bout. Et là, avec les élections de Trump, il a mis les vrais plombs de la guerre sur la table. C'est l'expulsion, les déportations, le déplacement des 2,3 millions de personnes qui habitent en Palestine, surtout dans le territoire de Gaza, à l'étranger. Et donc, Netanyahou, il a vu qu'il y a un feu rouge avant avec l'administration de Biden, il fermait les yeux, mais là, avec Trump, non seulement c'est un feu vert, mais on le donne tout le soutien politique, militaire et logistique. Rami, c'est pour ça il faut continuer jusqu'au bout. Le sentiment qui se dégage côté palestinien, vous en témoignez régulièrement sur cette antenne, évidemment, les difficultés humanitaires. Je crois que les ONG parlent d'un effondrement total du système humanitaire. On a des images de la livraison de l'aide et de la nourriture, notamment à Gaza. Ce sont des images qui nous parviennent du territoire qui datent
d'hier. Chaque jour, ce sont des enfants qui sont avec leurs gamelles et qui essaient d'obtenir à manger et qui n'y arrivent pas. Quel est le sentiment qui se dégage? Vous m'avez dit il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un moment où si ça continue comme ça, on sera peut-être contraint de partir, et moi le premier. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Déjà, c'est l'angoisse, c'est la peur. Et surtout, c'est la fatigue. La population est épuisée. On est épuisé d'être bombardé 24 heures sur 7. On est épuisé d'aller chercher du bois pour faire du feu. On est épuisé pour trouver quelque chose à manger. On est épuisé de trouver de l'eau pour avoir un peu d'eau. Et on est épuisé de petits détails dans la vie pour avoir le plus simple le droit de vivre à quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on n'a pas à manger et à boire. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans la famine, on meurt pas de faim, mais on meurt pour la malnutrition. Il y a plus de 55 enfants que malheureusement ils ont perdu la vie parce que c'est la malnutrition. Aujourd'hui, l'ONU, ils ont dit qu'il y a plus de 66 000 enfants à Gaza qui souffrent de la malnutrition. Et donc, c'est pour ça on est épuisé à tous les niveaux. On est épuisé de se faire déplacer pour la énième fois. Et là, on a entendu parler qu'ils veulent conquérir Gaza, mais c'est déjà conquéri, Gaza. Ils étaient là, l'armée israélienne, et ils nous a poussé d'aller au sud. Aujourd'hui, ils ont occupé 35% du territoire de Gaza. Toute la ville de Rafah est occupée. Justement, ils sont en train de détruire toute la ville de Rafah, terrasser les habitations pour qu'ils veulent nous faire pousser dans cette ville-là. On parle de 2,3 millions de personnes qui vont se déplacer. Mais c'est toujours le même prétexte que Netanyahou il utilise, éradiquer le Hamas, jeter les armes, etc. Mais ça fait 1 an et demi, il n'a pas pu le faire, et je ne crois pas qu'il peut le faire parce qu'il l'a pas fait en Cisjordanie, alors que en Cisjordanie, l'armée, c'est comme la police, ils sont dans les territoires de la Cisjordanie, dans les rues de la Cisjordanie, ils sont en train de détruire les camps de réfugiés de Tulkarem, de Naplouse et de Jenin, et malgré ça, le Hamas est toujours là, et il le sait, Netanyahou, tout le monde le sait, c'est un peu l'expérience avec ce qui s'est passé avec les talibans. On veut éradiquer le taliban, on veut finir le taliban. Aujourd'hui, les talibans, ils sont face à face avec les Américains sur la même table. Et c'est la seule solution de finir tout ça, c'est arrêter la guerre et négocier avec le Hamas pour libérer les prisonniers. Ça a déjà fait le cas et ça a marché, mais puis Netanyahou, il a changé d'avis. Le troisième, qui est l'immédiat entourage de l'État hébreu. Israël poursuit ses opérations à Gaza et ciblant toujours sans scrupule, il faut le répéter, la population civile. Ouais. Entre 40 et 50 000 morts à minima, dont 60% d'enfants. C'est quelque chose d'inqualifiable. La famine s'installe, la situation humanitaire est catastrophique. Et Tzahal, de son côté, a perdu 400 hommes dans le conflit. Donc on voit la disproportion, encore une fois, et même si on la rapporte au massacre tout aussi inqualifiable du 7 octobre. Avant-hier, Tel Aviv a rappelé des dizaines de milliers de réservistes pour accroître ses opérations. Et hier, ou cette nuit, Netanyahou et son cabinet parlent maintenant d'une reconquête de Gaza, du départ de tous les Palestiniens, en faisant référence à l'idée de Trump d'en faire un espace balnéaire. Alors, il faut mettre aussi en parallèle ça avec l'opération que mène depuis quelques jours Israël en Syrie. Ils ont frappé une vingtaine de sites militaires jusque dans l'environnement du palais présidentiel à Damas. Et leur objectif, c'est de défendre les Druzes qui, eux, sont placés sous leur protection et sont menacés, tenez-vous bien, en tant que communauté ethnique par le régime d'Al-Shara. Alors, tant mieux pour les Druzes si on les sauve, c'est bien évident, mais c'est quand même un paradoxe et une hypocrisie totale de la part d'Israël qui défend une communauté druze alors qu'elle se livre à des massacres à Gaza et qui en plus en profite pour étendre son occupation sur le sud de la Syrie. Ça, je pense qu'il faut le dénoncer. Ouais. Par contre, il faut aussi le dire, parce que c'est important, si on a d'un côté affaire à un régime extrémiste, quasiment fasciste avec Netanyahou et son cabinet, on a en face une partie importante de la population israélienne qui, même si elle reste minoritaire électoralement, critique tous azimuts la politique belliciste de Netanyahou. Au cours de la seconde moitié du mois d'avril, la contestation s'est encore accrue. Alors, d'abord autour de Gaza et des otages, des militaires des Trois Armes, des anciens directeurs et d'anciens membres des services de renseignement s'opposent de plus en plus ouvertement à Netanyahou. Et puis, surtout, fin avril, les officiers de l'armée de l'air se sont affirmés être opposés à des frappes contre l'Iran et se sont dit prêts
retenez-vous bien, à révéler des plans en préparation si Israël s'obstinait. Alors, je peux m'empêcher de penser que si l'armée française faisait de la même chose par rapport à ce que nous prévoit d'envoyer des troupes en Ukraine, ce serait une très bonne chose. Des opérations supervisées par Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Israël Katz. Selon l'armée, plus de 20 avions de combat israéliens étaient mobilisés. L'attaque a été conduite en réponse aux attaques répétées menées par le régime terroriste Houthi contre l'État d'Israël, au cours desquelles des missiles sol-sol et des avions sans pilote ont été lancés contre le territoire de l'État et ses citoyens. Dimanche, un missile tiré par les Houthis a frappé directement pour la première fois la zone de l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv. Cette milice chiite, qui contrôle la majorité du Yémen, dit agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Ce lundi, en plus des frappes israéliennes, les Houthis ont accusé les États-Unis d'avoir attaqué la capitale Sanaa. Les raids aériens américains se sont intensifiés depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Conflit, Israël, Yémen, Iran et États-Unis, bien sûr. Voilà, celui-ci est bien sûr déjà ouvert, même s'il reste encore limité. À mon sens, il a moindre chance d'exploser à court terme parce que son impact sur la région serait majeur. On voit que les Houthis poursuivent leur frappe sur Israël. Ils ont réussi à atteindre l'aéroport Ben Gourion ce week-end. Ils ont percé le fameux dôme des fers de l'État hébreu, ce qu'il faut préciser. Il faut surtout dire qu'en dépit des très nombreuses frappes américaines et britanniques, les Houthis ne ralentissent pas leur action contre Israël, pas plus qu'en mer Rouge. D'ailleurs, une de leurs frappes a obligé un porte-avions américain à faire une manœuvre d'évitement assez brusque et les Américains ont versé un avion de l'aéronaval à la mer. Ils ont perdu 60 millions de dollars avec un seul appareil, tout ça pour échapper à des missiles qui valent quelques dizaines de milliers de dollars. Les Israéliens, bien sûr, sont excédés. Cette nuit, ils ont fait des frappes au Yémen et ils poussent, bien sûr, sans cesse les États-Unis à, cette fois, s'en prendre à l'Iran, qu'ils considèrent comme le parrain des Houthis et responsable des frappes qui arrivent sur leur territoire. Alors, les Américains, eux, ne sont pas favorables à une telle option. On se souvient que début avril, lorsque Netanyahou est allé à la Maison-Blanche rencontrer Donald Trump, il était reparti assez dépité parce que Trump lui avait dit qu'il n'y aurait pas d'action contre l'Iran à court terme. Et c'est ce que voulait le Premier ministre israélien, c'est-à-dire, après avoir détruit les Palestiniens de Gaza, s'en prendre à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères turc également, Hakan Fidan, qui est en plus l'ancien patron des services secrets turcs, a déclaré que son pays était opposé à toute l'idée d'une agression américaine israélienne contre l'Iran, qui ne tolérerait pas ce genre de dérive et que cela mettrait la région à feu et à sang. Et les pays du Golfe également, qui sont en première ligne, ne souhaitent pas non plus qu'il y ait de conflit. Ah oui, ça freine quand même un peu le conflit. Les bulldozers de l'armée israélienne ont démoli la majeure partie d'un village bédouin en Cisjordanie occupé. Une dizaine de maisons, des tentes et des enclos pour animaux ont été totalement rasés dans le village de Khalet al-Dab lundi. Et des familles entières ont été expulsées. Huge Israeli military forces with bulldozers invaded Khalet al-Dab, which is community we are in now, and they start destroying homes after forcing families to leave their homes, taking them out, children, women, men, taking their properties out of their homes and then destroying a home after another. Les démolitions ont eu lieu à Massafer Yatta, une région du sud de la Cisjordanie où les colons israéliens étendent peu à peu leur réseau d'avant-postes. Ce conflit territorial est au cœur de No Other Land, un documentaire qui décrit les violences commises par les colons. Le co-réalisateur du film, Bassel Adra, affirme que les démolitions ont pour but de permettre l'extension d'Israël en Cisjordanie occupée. Since October 7th, the Israeli army with the settlers established 3 illegal outposts around this community and now erasing this village to create more and more Israeli illegal settlements in the area. Israël affirme que les bâtiments détruits avaient été construits illégalement dans une zone militaire. Cette démolition coïncide par ailleurs avec le projet des forces israéliennes de raser plus de 100 maisons dans 2 camps de réfugiés situés dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ce qui explique qu'il n'y a pas de solution sur le court terme en tout cas, c'est la dimension stratégique de la région. Cette région est une région particulière, elle se situe à l'intersection de 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et cette situation géographique a fait de la région de tout temps
un enjeu pour le contrôle, pour ceux qui voulaient dominer le monde. Aujourd'hui, ceux qui prétendent à une hégémonie sur le monde ont besoin de contrôler cette région, et c'était déjà le cas dans le passé. Beaucoup de nos concitoyens, en Europe en tout cas, ont pu apprendre dans les manuels scolaires les croisades, et ils ont pu croire que les motifs religieux des croisades étaient les motifs essentiels. Il suffit de regarder les routes commerciales de l'époque pour s'apercevoir que déjà la région était un nœud stratégique, et sans doute le nœud stratégique principal de l'équilibre du monde. En revanche, la principale crainte du gouvernement iranien actuel, c'est effectivement une révolution colorée pour le renverser. Alors, il faut rappeler que les négociations ont repris entre Washington et Téhéran. On vient de terminer le 3e round de négociations. Il est difficile de savoir si elles avancent vraiment concrètement. Les discussions devraient reprendre ces jours-ci. Peut-être ont-elles repris hier. Je n'arrive pas à bien savoir. Mais c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour revenir sur les capacités de nuisance de l'Iran, on sait très bien que s'il y avait des frappes sur l'Iran, ce serait extrêmement coûteux pour les forces américaines, et les Iraniens ont une capacité de riposte avec leur programme balistique, mais aussi avec leurs drones. Leur programme de drone est très avancé, ils en fournissent beaucoup aux Russes d'ailleurs, et là on serait dans un conflit qui serait extrêmement généralisé sur tout le Moyen-Orient, raison pour laquelle il a, à mon sens, moins de chances d'exploser vu le nombre d'acteurs qui ne le souhaitent pas. Et un dernier point peut-être sur l'Arabie Saoudite ? Oui, alors c'est à titre anecdotique, même si c'est quelque chose d'assez rébarbatif. Selon Reuters, l'Arabie Saoudite a exécuté 330 personnes en 2024, peine de mort, en dépit alors c'est un nombre record d'abord, en dépit des promesses qu'avait fait Ben Salman en disant qu'ils allaient ralentir les exécutions, notamment des exécutions publiques. Depuis début 2025, on en est déjà à 100 personnes qui ont été exécutées, pour l'essentiel sur des affaires de drogue. Mais voilà encore un État que soutient l'Occident, et qui finalement s'éloigne de plus en plus de nos valeurs. Oui. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de Friedrich Merz qui sera élu tout à l'heure, le nouveau chancelier de l'Allemagne. Le nouveau gouvernement allemand de coalition va aussi être dévoilé. On sent qu'il piaffe. Ça fait 20 ans pile qu'il attend ça. Angela Merkel lui avait volé la chancellerie. Quand il en a eu assez de lui servir de souffre-douleur, il a quitté la politique et il a fait fortune. Mais quand elle s'est retirée, il a rappliqué pour reconquérir la CDU, et son comeback n'a pas été facile. Il passait pour un has-been, mais le métier a payé. Et il y a 2 mois et demi, il a donc gagné les élections. 2 mois et demi, Friedrich Merz ronge son frein. Hier, il a enfin signé l'accord de coalition avec les sociodémocrates. Ils ont fait le pire score de leur histoire, 16,5%, chassés du pouvoir par la grande porte. Ils reviennent donc illico par la cuisine. C'est la nouvelle GroKo, la grande coalition noire et rouge, avec un programme d'investissement géant, plusieurs centaines de milliards d'euros pour moderniser et pour réarmer l'Allemagne, et tant pis pour le déficit public. Friedrich Merz est pressé, il a 69 ans, il n'a jamais été ministre. Hier, sitôt l'accord signé, il a promis un gouvernement fiable dès le premier jour, un gouvernement pour faire avancer l'Allemagne. Avec ce slogan de vendeur d'automobiles, on aurait cru qu'il repartait en campagne. Et comme Donald Trump, il compte gouverner pied au plancher, et il klaxonne, l'Allemagne est de retour. Bon, il a l'ambition, Friedrich Merz, de rendre à l'Allemagne sa place dans le monde. En commençant par la première place en Europe, il veut réinvestir Bruxelles. Il est fait pour s'entendre avec Ursula von der Leyen, même si elle a été le chouchou de Merkel. L'accord qu'elle a conclu sur le Mercosur va dévaster l'agriculture française, mais profitera à Mercedes et à la chimie allemande. Ils sont d'accord aussi pour éviter à tout prix une guerre commerciale avec les Américains, premier partenaire de l'Allemagne, comme avec la Chine. C'est un atlantiste convaincu que les 100 premiers jours de Donald Trump ont complètement dégrisé. Un chancelier sera dès demain. Le chancelier sera dès demain à l'Élysée, évidemment. Il était venu au lendemain de sa victoire en février. Il n'aura aucun mal à faire oublier Olaf Scholz. Comme Emmanuel Macron, il parle d'autonomie stratégique européenne. Ensemble, ils prétendent entamer un nouveau chapitre des relations franco-allemandes. Air connu, la France veut y croire comme d'habitude, toujours prête à rêver d'un couple franco-allemand, même s'il faut pour ça oublier les intérêts hexagonaux. L'Allemagne, comme d'habitude, défendra chèrement les siens. En regardant la scène,
La presse britannique, que l'on sait perfide, s'est moquée des 2 hommes malades de l'Europe qui comptent la redresser, des 2 banquiers à la tête de pays ruinés. L'Allemagne a moins de dettes que la France, mais elle est en récession depuis 2 ans, et le socle de sa prospérité est en miettes. L'énergie pas chère avec les Russes, la défense pas chère avec les Américains, l'exportation avec la Chine, et la main-d'œuvre importée de partout. Il va falloir tout réinventer. Bon, et le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand est lui aussi de la CDU. Oui, Johann Wadephul est du parti du chancelier. Ce n'est pas arrivé depuis 60 ans. Il sera le Jean-Noël Barrot de Friedrich Merz. La désignation de ce discret apparatchik démontre que le chancelier veut garder la main sur les dossiers étrangers. Le maintien de Boris Pistorius à la défense confirme que la défense de l'Ukraine reste un cap. Dans l'équipe précédente, il était un faucon. Désormais, c'est le chancelier qui passe pour va-t-en-guerre. Merz est prêt à livrer des missiles Taurus à longue portée que réclame Kiev, et qu'Olaf Scholz lui refusait obstinément. Voilà, ce sera donc l'un des événements du jour. Friedrich Merz qui devient donc officiellement chancelier. Ah, c'est pas sûr, vous avez vu, moi j'ai lu quand même que les députés du Bundestag pourraient se rebiffer au dernier moment. The Prime Minister of Romania, Marcel Ciolacu, resigned because his coalition failed to propel Crin Antonescu in the final battle for the most important position in state. Romania will have an interim government until after the second round of the presidential elections, which will take place in the 18th of May. Also, we entered the electoral logic for the final round. 2 parties from the government already announced that they will support Nicu Șordan, the mayor of Bucharest, the pro-Western candidate. We will see how many votes can gain Georgi Simion, which is the president of the Alliance for the Unity of Romanians, isolationist, hard-right, pro-Trump, who obtained just over 40% in the first round. It will be a battle not between politicians, but between global visions regarding the future of Romania, towards the west or towards the east. Alors la Roumanie, il faut rappeler que le vrai premier tour de la présidentielle a été volé par la Cour constitutionnelle qui a décidé de l'annuler, puis d'empêcher Călin Georgescu, qui était en tête à l'époque, le candidat indépendant, de se représenter. Et donc c'est George Simion qui est le chef de l'Alliance pour l'unité des Roumains, un parti alors labellisé d'extrême droite comme d'habitude, souverainiste on va dire, qui prend la tête sans surprise en fait de ce premier tour, puisque clairement le choix des Roumains ne va pas changer malgré la censure et la propagande, on le voit, avec un bémol toutefois, George Simion, ce n'est pas Călin Georgescu, on a là affaire à un animal politique extrêmement ambitieux qui a commencé à tailler dans les rangs du parti pour écarter certaines figures qui avaient fait le succès d'ailleurs du parti pendant la pandémie, puisque l'Alliance pour l'unité des Roumains avait été un parti extrêmement critique de la politique sanitaire et vaccinale. Or, il est en train d'écarter certaines de ces figures pour n'avoir pas de concurrence au sein du parti. Et puis, sur l'OTAN et sur l'UE, même s'il garde un axe souverainiste très fort, il est beaucoup plus soft, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus doux, modéré que Călin Georgescu. Donc, un premier tour qui ne fait pas surprise, mais un candidat qui pourrait surprendre dans la suite s'il arrivait au pouvoir, des politiques qu'il mettra en place, sachant qu'il est aussi très pro-Donald Trump et donc pour un rapprochement atlantiste d'une façon ou d'une autre. Ce qui est bien avec la Macronie, c'est qu'ils sont toujours contents d'eux. Ils se félicitent, ils se congratulent, et ils sont invités dans les médias. Les médias, c'est leur rôle principal, crucial, essentiel. Inviter les macronistes pour leur délivrer des satisfecit et pour poser des questions qui vont induire des réponses qui les mettront en valeur. Alors d'abord, c'est quand même hallucinant, le Premier ministre, M. Bayrou, qui se prend déjà pour le président de la République. C'était le rêve de toute sa vie, rêve qu'il n'atteindra jamais. Enfin, il finit quand même Premier ministre.
ferai pas de commentaire. Donc il pense qu'il est président de la République et qu'il peut actionner comme ça le référendum. Il veut faire voter par référendum le budget, faire adopter le budget. C'est sûr, il n'a pas de majorité. C'est une catastrophe. Mais surtout, il veut responsabiliser les gens. Non mais ça fait 50 ans que ces gens-là sont au pouvoir. Le droite, gauche, enfin tout ça n'a aucun sens. C'est tous les mêmes. Ils font la même politique européiste et de dépenses tout en fracassant les services publics et toutes les aides à la personne et les services rendus vraiment au public. Où va l'argent, une bonne question. Et ces gens-là, toute honte bue, et maintenant il faut mutualiser les pertes, donc ils demandent notre avis. Ils ont creusé le déficit comme jamais, c'est devenu le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des intérêts de la dette. Le premier budget de l'État, pratiquement. Ça obère complètement nos capacités à emprunter, à faire des véritables politiques. C'est l'histoire d'une famille, d'un couple qui est sur revolving et qui, le premier du mois, doit rembourser les intérêts de son revolving sans jamais pouvoir recomposer son capital, ni évidemment rembourser sa dette. Bon, tout le monde comprend ça, même un enfant de 10 ans. Mais maintenant, il prend son air comme ça martial, important. Il faut que les Français soient pénétrés du fait que c'est important ce qui se joue. Mais c'est vous qui avez fait la dette, c'est pas nous. Nous, on gère nos affaires. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.